Là maintenant, il est hors de question que je reste seul sur scène, donc je vais appeler Sophie Flack, qui est membre de l'executive board d'Eurazeo, Managing Partner Sustainability et Impact. Et ensemble, nous allons remettre le 5e trophée de la soirée, celui de l'inventeur ou de l'inventrice de l'année. Alors Sophie, j'ai oublié que vous aussi, vous êtes une éminente membre du jury des Trophées de l'Impact et que, en tant que défenseuse de l'investissement à impact, vous êtes convaincue que la finance fait partie de la solution. Vous avez une autre caractéristique, c'est que vous défendez bec et ongle le modèle européen contre, on imagine, quels autres modèles. Alors, Sophie, première question, comment a évolué le regard de l'investisseur sur le marché de l'impact ? On va voir votre phrase, pardon. Alors, comment est-ce qu'a évolué le regard des investisseurs ? La première chose, il a fallu que les investisseurs comprennent la différence, mais pas que les investisseurs d'ailleurs, beaucoup d'entre nous comprennent la différence entre l'ESG, la durabilité et l'impact. Donc, pour préciser les choses, on peut être n'importe quelle entreprise, on peut être n'importe quel investisseur et faire de l'ESG, de la RSE, c'est-à-dire qu'on peut être par exemple un grand groupe qui intervient dans les hydrocarbures et avoir un plan de décarbonation, avoir une charte éthique. Vous évoquiez, Sophia, ce qui est juste. Bon, l'ESG, la RSE, c'est mobiliser des moyens pour faire moins pire, mais c'est pas parce qu'on fait moins pire qu'on finance des solutions, donc des solutions face à la crise environnementale ou des solutions pour faire émerger une société plus juste. Donc ce qu'on appelle l'impact, en fait, ce sont les produits, les services, les technologies qui sont porteurs de solutions qui viennent vraiment résoudre un problème de société, que ce soit un problème environnemental ou un problème social. Donc déjà, il a fallu poser cette différence et être très clair sur ce qu'on appelle l'impact. La deuxième chose, c'est qu'il a fallu aussi balayer des idées reçues. L'impact, ce n'est pas de la philanthropie, et ça a d'ailleurs été très bien dit par BNP. On peut faire de l'impact profitable, et ce n'est pas un gros mot. Et une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'aller travailler dans le secteur de la finance, c'est parce que je suis convaincu que quand on allie finance et entreprise, on est vraiment au cœur de ce qui va permettre de faire émerger des solutions très vite à l'échelle, et ce, au niveau mondial, parce qu'on a une grande chance dans le monde des entreprises, c'est qu'on a un temps beaucoup plus rapide que celui des États. Donc on a vraiment la possibilité, là aussi, de faire grandir ce qui fonctionne à l'échelle très rapidement. Donc ça a été la deuxième conviction. Et enfin, et ça je tiens à le dire à tous pour que ce soit repris haut et fort et très largement, on entend parler beaucoup d'impact bashing. Alors chez Eurazeo, on est connecté avec des réseaux d'entreprises et d'investisseurs dans le monde entier. C'est effectivement un nouveau narratif, mais quand on regarde les chiffres, et on est aujourd'hui dans des trophées de l'impact qui s'appuient sur la science, ce qui est très, très européen et très français. Quand on regarde les chiffres, les investissements dans l'impact sont en forte croissance. À date, on les estime à peu près 700 milliards d'euros. C'est insuffisant, mais c'est quand même pas mal d'argent, en croissance de 20% tous les ans, de manière continue depuis 10 ans. Donc il y a eu un changement de narratif, où effectivement, pour des raisons politiques, on a aujourd'hui un narratif beaucoup plus faible, mais toutes les personnes qui portent une responsabilité fiduciaire savent qu'elles doivent s'adapter. Donc, on continue à financer de l'impact profitable. Sophie, pour parler clairement, oui. Donald Trump n'a pas tué le marché de l'impact. En fait, nous, ce qu'on entend dire, passer la phase de sidération, c'est ma responsabilité fiduciaire via bien au-delà du terme de Donald Trump. Donc moi, patron de l'entreprise, moi, patron de société d'investissement, moi, patron d'une société d'assurance ou d'une banque. Dans 3 ans, je serai toujours là. Il faudra que je rende des comptes à mes mandants. Et si je n'ai pas intégré les enjeux de la crise environnementale et les enjeux d'une transition juste, eh bien, j'aurai des gros problèmes de performance dans mon entreprise. Alors Sophie, on a envie de savoir aussi s'il y a une évolution dans la convergence entre la tech et ce qu'on appelle la durabilité. Alors,
La tech, moi j'adore ça. J'aurais pas accepté votre invitation si je n'adorais pas la tech, mais pour autant, il faut aussi bien se rappeler qu'il n'y aura pas de coup de baguette magique grâce à la technologie. Hein, on le sait, toutes les études scientifiques convergent en la matière. Le technosolutionnisme ne fonctionne pas. Surtout que quand on regarde, le délai de l'innovation peut être assez long pour atteindre l'échelle. Et donc, typiquement, nous, chez Euraseo, on combine les deux. On finance bien évidemment des startups. On est un des plus gros financeurs des startups en Europe, notamment des startups qui font converger enjeux de société, environnementaux ou sociaux et technologie. Mais on finance aussi ceux qui marchent très bien. Et on a un énorme terreau, et c'était évoqué aussi, un énorme réseau d'entreprises en Europe, porteuses de solutions, qui sont déjà rentables. Et nous, notre enjeu, c'est d'en faire des champions européens, des champions mondiaux. Donc oui, pour décupler les potentialités grâce à la tech, mais en ayant une colonne vertébrale, là aussi je reviens sur vos propos, Sophia, en ayant une approche juste. Donc en sachant pourquoi on fait les choses, en tenant compte des externalités négatives, des risques et en gardant une boussole extrêmement claire. Je l'ai dit en commençant, mais vous détestez le French ou le Europe bashing. Concrètement, donc l'effacement civilisationnel, l'effacement technologique de l'Europe, pour vous, c'est du flan, tout ça? En fait, on a préparé... Même dans les médias français, on le lit beaucoup quand même. Hein. On a préparé cet échange, bien évidemment, et du coup, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, si on fait un pas de côté, et si le French bashing, ça n'était pas notre meilleur pouvoir, notre secret weapon, notre secret force. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en France, on adore critiquer. Franchement, moi, quand il y a des amis étrangers qui viennent et qui me disent « Comment tu résumerais les Français ?» Je leur dis « Ils râlent tout le temps. » Ils sont toujours en train de regarder le verre à moitié plein, ils sont toujours en train de chercher des défauts. Et je pense que c'est parce que nous avons cet esprit critique que nous sommes des champions de l'innovation et des champions de la résilience. Donc ce soir, je vais aimer le French bashing. Mais et sérieusement, face à la Chine et aux États-Unis, l'Europe peut sortir sa carte du jeu? Alors, je vous invite... On n'a pas 2 heures. Hein. Non, je vous invite... Comme vous avez dit que... Non, bien sûr, mais ça, connectez-vous sur le site de la société pour laquelle je travaille. C'est pas la minute de publicité, mais on a sorti tout un livre blanc sur les forces de l'Europe. On est très lucide sur nos faiblesses, mais je vais juste vous rappeler là aussi quelques chiffres. L'Europe, c'est 19 millions de chercheurs et d'ingénieurs. D'accord ? La première population au monde de chercheurs et d'ingénieurs. C'est aussi une terre de liberté économique, de liberté, de recherche, de liberté académique. Donc ça veut dire que nos chercheurs, nos ingénieurs ont la possibilité de mettre leur talent dans ce dans quoi ils croient, et souvent par-delà des impératifs de rentabilité, juste pour écorner le modèle américain, ou des impératifs idéologiques pour écorner d'autres modèles. Et donc ça, couplé à notre terreau d'entreprise, on a aujourd'hui plus de 30 millions de PME ETI en Europe qui ne demandent qu'à grandir. Donc en fait, on a beaucoup de possibilités. Mais ces possibilités, si on veut les faire fleurir, ça va avec de la responsabilité. On voyait la récipiendaire du prix précédent qui dit « On a une super solution pour les batteries, mais si vous faites tous le choix des batteries chinoises, on n'y arrivera pas. » Donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est celle-là. Certes, on a certainement trop réglementé en Europe et souvent les réponses européennes, ce sont des réponses réglementaires plutôt que des réponses de financement. Mais néanmoins, nous tous, acteurs économiques, on a la possibilité de voter avec nos deux mains, de voter avec nos porte-monnaies et on a besoin de faire émerger notre souveraineté européenne. Donc on a beaucoup d'atouts. Par contre, c'est pas gagné, donc c'est une question de responsabilité. Parfait. Sophie, allez, on va découvrir les 3 nommés pour la catégorie inventeur ou inventrice de l'année. Nicolas Simon et Mathieu Masselin pour Wondercraft, qui sont des pionniers de la robotique d'assistance fonctionnelle, les exosquelettes auto-équilibrés. Marie Perrin, qui est CEO de Recover, qui a mis au point un procédé pour extraire l'europium des tubes de néon usagés. Michael Usan et Raphaël Zakin, qui sont les cofondateurs de Spokeo Audium, qui sont les concepteurs d'un assistant d'écoute pour les personnes malentendantes. Et Sophie, je vous laisse annoncer qui est le ou la vainqueur. Eh bien, la lauréate est Marie Perrin.
Bonsoir Marie, félicitations. Bonsoir, merci. Mais écoutez, vous incarnez tout ce qu'on aime, de l'audace, de l'innovation et de la science. Alors, racontez-nous, dites-nous quelques mots sur le procédé que vous avez inventé. Donc effectivement, moi je suis chimiste de formation, j'ai fait un doctorat en chimie sur les terres rares, donc, dont l'europium fait partie. Les terres rares, c'est cette famille de 17 éléments chimiques qui sont vraiment au cœur de toutes les technologies dont on dépend au quotidien dans plein de secteurs, de la tech à la mobilité, au secteur de la défense, mais aussi pour la transition énergétique. Et effectivement, actuellement, leur extraction minière pose des problématiques environnementales qui sont majeures, mais également économiques et géopolitiques. Et c'est pour ça qu'on les retrouve au cœur de l'actualité en ce moment. Et effectivement, il y a un enjeu, notamment en Europe, pour ramener de la souveraineté, de pouvoir extraire ces terres rares de sources secondaires. Et des sources secondaires, on en a plein, ça a été très, très bien dit en introduction de cette cérémonie, mais dans nos déchets qui contiennent effectivement ces éléments qui sont critiques pour notre économie. Et donc Recover, c'est un projet de start-up que je dirige, où effectivement on a développé, breveté une technologie innovante inspirée de la nature qui permet de séparer les terres rares. Et on a décidé d'appliquer ça au recyclage. Alors Marie, en bossant votre dossier, on a découvert un truc dingue, c'est qu'on parle tout le temps des terres rares, de notre dépendance à des pays qui sont pas terribles. Et en fait, il n'y a que 1% des terres rares qui sont recyclées. Est-ce qu'on va pouvoir faire beaucoup mieux, ou ça restera, quoi qu'il arrive, marginal ? Alors ça reprend des thématiques qui ont déjà été abordées, où effectivement le progrès technologique et l'innovation sont vraiment clés pour pouvoir mettre au point le recyclage, mais c'est des enjeux qui sont aussi économiques et sociaux. Donc c'est comment mettre en place les leviers qui permettent de rendre ce recyclage-là économiquement viable. Et c'est des sujets qui sont d'actualité et qui sont au cœur des discussions à l'échelle de la Commission européenne aussi. Et en France, on a des pionniers qui sont en train de développer les premières usines qui permettront de recycler les terres rares et d'avoir un approvisionnement finalement national pour ces éléments-là. Un très beau battement d'aile, donc merci, bravo Marie, bravo. Merci beaucoup. On découvre le CAC. Et merci d'aller au centre pour la photo toutes les deux, et puis votre prix, Marie. Voilà. Hop. Oui. Non. Merci Sophie.